Bonjour. Ce séminaire porte sur le monitoring des droits de l'homme. Nous sommes le 27 mars 2024 et ce séminaire s'adresse aux étudiants du Master 1 droits de l'homme et action humanitaire. Alors le séminaire sur le monitoring des droits de l'homme est articulé en deux parties. La première partie porte sur le reporting sur la base des indicateurs des droits de l'homme et la deuxième partie porte sur l'opérationnalisation du monitoring dans le cas d'un certain nombre de situations, notamment l'observation des procès qui nous intéressent ici. Dans un propos introductif, je voudrais d'abord souligner que les droits de l'homme sont l'expression d'exigences humaines fondamentales qui font référence à la notion de dignité et d'égalité qui sont les référentiels de la protection internationale des droits de l'homme. Au-delà des textes juridiques nombreux, voire même prolifiques qui existent, au-delà des programmes de coopération en matière des droits de l'homme, au-delà des projets sur le terrain, il est essentiel d'aller sur le terrain, surveiller la mise en œuvre de toutes ces prescriptions pour être sûr que ce qui est dit dans les textes, c'est ce qui se fait effectivement. Pour être sûr que ce que les gouvernements prennent comme engagement, ils les mettent effectivement en œuvre. D'où l'intérêt de conduire des activités de monitoring sur la base des indicateurs des droits de l'homme pour rendre compte de la réalité de la situation des droits de l'homme sur le terrain. Les indicateurs des droits de l'homme sont indispensables pour mettre en œuvre des normes et des engagements en matière de droits de l'homme. Ces indicateurs sont également indispensables pour évaluer les politiques et les programmes qui sont mis en œuvre et voir quels sont les impacts que ces programmes génèrent et s'assurer effectivement que les résultats escomptés sont effectivement atteints sur le terrain. Ces indicateurs ont pour but d'aider à évaluer les mesures prises par les États pour respecter leurs obligations relatives aux droits de l'homme, qui vont des engagements et de l'acceptation des normes internationales relatives aux droits de l'homme aux efforts menés pour remplir les obligations qui découlent de ces normes et aux résultats de ces efforts. Les indicateurs donc, des droits de l'homme permettent aux États d'évaluer leurs propres progrès dans la mise en œuvre des droits de l'homme et le respect des traités internationaux. Ces indicateurs permettent enfin à aider les gouvernements à soutenir les projets de défense des droits de l'homme et les défenseurs des droits de l'homme afin de faciliter un meilleur accès à l'information relative aux droits de l'homme. Il est donc essentiel de se doter d'indicateurs, de références et de méthodes de collecte de données bien conçues pour mesurer les progrès et les responsabilités multidimensionnelles afin de progresser dans la réalisation effective
des droits de l'homme, et notamment dans l'atteinte des objectifs du développement durable. On peut donc dire que le monitoring des droits de l'homme est un outil puissant de soutien aux réformes publiques, notamment les réformes en matière de justice, en matière carcérale, en matière économique, sociale et culturelle, tant sur le plan national que sur le plan international, parce que l'on ne peut pas se contenter de rester dans une logique incantatoire des droits de l'homme. Une observation indépendante, par exemple, de la procédure judiciaire permet d'identifier à la fois les forces et les faiblesses des systèmes judiciaires, et donc cela peut conduire à formuler des recommandations pour améliorer le fonctionnement de la justice. Donc le but du monitoring, ce n'est pas de jeter un regard inquisiteur, sanctionnateur sur les autorités publiques ou sur les responsables d'application des lois. Il s'agit ici d'assurer une certaine transparence, une certaine redevabilité, afin de permettre que les engagements qui sont pris ou les recommandations qui ont été faites soient effectivement appliquées et qu'on puisse mesurer l'écart entre la norme qui est énoncée et la pratique de terrain qui est réalisée. Un système de monitoring, et on pourrait dire un système de suivi, puisque de ça il s'agit, qui fonctionne bien, est une composante essentielle de la bonne gestion de la redevabilité d'un projet ou d'un programme relatif aux droits de l'homme. Le monitoring est donc réalisé en temps opportun pour fournir des informations utiles pour un quadruple objectif, à savoir soutenir la mise en œuvre des programmes par des rapports fiables, fondés sur des preuves et qui informent les décideurs en vue d'améliorer la performance du projet ou du programme. Deuxièmement, contribuer à l'apprentissage organisationnel et au partage des connaissances en menant une réflexion critique sur les données d'expérience et les enseignements tirés. Troisièmement, soutenir les principes de redevabilité et les règles, le respect des règles. Et enfin, quatrièmement, offrir aux parties prenantes, en particulier les bénéficiaires eux-mêmes, la possibilité de donner leur avis sur la réalisation du projet. On voit bien que le monitoring n'est pas une activité qui vise à entraver la réalisation du projet, contrairement souvent à ce qui est pensé. Parce que dans bien des cas, lorsqu'on annonce une mission de monitoring, les responsables des programmes commencent à trembler. On se dit, oui, mais ils viennent pourquoi? Non. Il est important d'étudier ce qui est fait, de comprendre pourquoi c'est bien fait ou mal fait, de tirer les leçons et, sur la base de ces leçons, de partager les expériences en vue d'améliorer les pratiques. Il y a plusieurs types de monitoring. Il y a plusieurs types de monitoring. Mais nous pouvons donner les monitorings les plus fréquents.
il y a ce qu'on appelle le monitoring des résultats, le suivi des résultats. Le monitoring des résultats est axé sur les effets et l'impact du projet. Il s'agit d'une forme d'évaluation visant à déterminer si le projet est en voie d'atteindre les résultats planifiés et s'il a des effets non recherchés, positifs ou négatifs. Ça, c'est le monitoring des résultats. 2, il y a le monitoring du processus, ou dit le monitoring des activités. Celui-ci évalue l'utilisation des apports et des ressources, l'avancement des activités et la réalisation des produits. Ce type de monitoring sert à analyser comment les activités sont exécutées. Comment les activités sont exécutées. Par exemple, dans le cas d'un projet eau et assainissement, il s'agira de déterminer si les fosses septiques sont livrés aux ménages cibles conformément au calendrier établi. Troisièmement, il y a le monitoring de la conformité, le suivi de la conformité. Ce monitoring vérifie la conformité du projet avec les règlements définis par les donateurs ou le pays d'accueil du projet et les résultats attendus. Quelles sont les modalités des subventions et des contrats, les lois et les règlements publics qui doivent être respectés, les valeurs morales qui doivent être respectées. Par exemple, dans le cas des programmes d'hébergement, il s'agit de déterminer si les logements sont conformes aux normes nationales et internationales en matière de construction. Quatrièmement, il y a le monitoring du contexte ou le monitoring de la situation. Le monitoring situationnel surveille l'environnement du projet, notamment les hypothèses et les facteurs qui peuvent nuire à la réalisation du projet, mais aussi les imprévus. Il englobe le suivi de la situation locale ainsi que le contexte plus large, politique, institutionnel, réglementaire et de financement, dans lequel est mené le projet ou le programme. Par exemple, si un projet est mis en œuvre dans une région exposée au conflit, il s'agira de suivre l'évolution des affrontements éventuels qui pourraient non seulement nuire à la réalisation du projet, mais aussi mettre en danger le personnel et les volontaires. Il y a le monitoring des bénéficiaires. Ce dernier est axé sur la perception qu'ont les bénéficiaires des résultats du projet. Il permet de mesurer la satisfaction et de recenser les réclamations des bénéficiaires, notamment en ce qui concerne l'information, la participation, la façon dont ils sont traités, l'accès aux ressources et surtout les changements induits par le projet. Il y a le monitoring financier, le suivi financier, qui garantit les comptes par rapport aux activités dans des catégories prédéfinies de défense. Il s'agit notamment de mener conjointement avec le suivi de la conformité du processus. Par exemple, dans le cadre d'un projet relatif aux moyens de subsistance soutenant la création d'une série de micro-entreprises, il s'agit de faire que le suivi de l'argent versé est remboursé, de faire que le suivi de l'argent versé est remboursé et de garantir que la mise en œuvre est conforme au budget et au calendrier. Il y a le monitoring organisationnel, le suivi organisationnel, qui est axé sur la viabilité, le développement institutionnel, le renforcement des capacités. Donc, comme nous voyons, il y a plusieurs types de monitoring. On peut les mener conjointement, comme on peut sélectionner, tout dépend de l'objectif du monitoring que l'on vise. Mais pour y parvenir, il faut donc travailler sur la base des indicateurs, parce que l'on ne vient pas comme ça dans le vide. Pour comprendre cela, il nous paraît important, avant d'aborder la mise en œuvre opérationnelle du monitoring, j'aimerais d'abord, dans une première partie, insister sur le reporting
qui se fait sur la base des indicateurs des droits de l'homme. Parce que ce sont ces indicateurs qui vont nous permettre de comprendre la façon dont le projet est mené et de comprendre les écarts qu'il y a entre le projet initial et le projet exécuté ou les résultats obtenus. Parce que l'utilisation d'indicateurs n'est pas une pratique récente. Tous les mécanismes de surveillance des droits de l'homme comportent des indicateurs. Même dans le cadre de l'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme, on utilise des indicateurs. Donc, c'est une pratique courante, les indicateurs. Le vrai problème, c'est la façon dont les indicateurs sont élaborés, leur pertinence et ce qu'on attend du recours aux indicateurs dans la mise en œuvre des droits de l'homme ou de l'action humanitaire. Pourquoi les indicateurs? Il faut partir du principe que l'idée de mesurer les droits de l'homme est une idée qui est advenue dans le contexte de la culture du résultat. On parle de gestion axée sur les résultats. On parle de redevabilité. Il est donc essentiel que, même dans le domaine des droits de l'homme, de définir des indicateurs, de définir des cibles, de définir des objectifs et de mobiliser les moyens en fonction des objectifs, des cibles et des indicateurs qui sont élaborés. L'on ne peut donc pas aller à l'aveugle dans la mise en œuvre d'un projet relatif aux droits de l'homme. Par conséquent, l'utilisation d'indicateurs peut contribuer à rendre le suivi des droits de l'homme plus concret et plus efficace. Compiler les indicateurs permet d'enregistrer les informations de façon efficace et ceci a des effets positifs sur la surveillance et le suivi des problèmes et des résultats en matière de droits de l'homme. Des indicateurs donc clairement définis permettent au public de mieux comprendre les contraintes et les avantages comparés des différents programmes, politiques, projets, etc. Cela permet aussi de dégager des consensus nécessaires dans la réalisation des projets. Il est nécessaire de configurer et d'adapter les indicateurs conformément aux objectifs spécifiques de chaque programme ou de chaque projet. Il ne s'agit pas de plaquer les indicateurs sur chaque projet. Pour pouvoir tirer le bénéfice des indicateurs, il faut que l'indicateur choisi soit robuste d'un point de vue conceptuel et validé empiriquement. L'indicateur doit reposer sur une solide méthodologie de collecte et de traitement des données et adapté au contexte dans lequel il doit être utilisé. La demande et l'utilisation d'indicateurs des droits de l'homme s'inscrit donc dans le processus plus vaste des travaux systématiques qui visent à contrôler la mise en œuvre des droits de l'homme. Presque dans tous les pays du monde, il y a des plans nationaux, des plans d'action nationaux relatifs aux droits de l'homme qui soutiennent des projets divers dans le cadre notamment de la coopération technique qui est menée en collaboration avec les Nations Unies, notamment le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Dans ce contexte, les indicateurs constituent des outils concrets et pratiques qui permettent de mettre en application les droits de l'homme et de mesurer le degré de leur mise en œuvre. Car on ne peut pas procéder à un suivi à l'aveugle.
Il faut bien partir des indicateurs, des objectifs, etc., prédéterminés pour comprendre qu'on est parti du point A au point B. Qu'est-ce qui a été fait? Pourquoi ça a été fait de cette façon? Est-ce que le résultat obtenu est celui qui était attendu? Est-ce que les changements induits par les projets correspondent à la théorie du changement qui était préalablement élaborée, etc., etc. Et les défenseurs des droits de l'homme doivent en fait, pour améliorer leur performance, se doter d'une approche et d'une méthodologie qui leur permettent de mieux communiquer avec un ensemble plus vaste de parties prenantes, mais sur la base des indicateurs. Parce que ce sont ces indicateurs qui vont permettre d'avoir un langage cohérent, soutenu et crédible par rapport aux résultats qui sont présentés à l'issue de la mise en œuvre d'un projet ou d'un programme. Ces indicateurs des droits de l'homme ont des fondements juridiques. Parce qu'il ne s'agit pas de les sortir du chapeau, les indicateurs. Il faut bien voir sur quoi ces indicateurs reposent. L'article 10, par exemple, de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, cet article 10 qui est consacré au droit à l'éducation prévoit, par exemple, la réduction du taux d'abandon scolaire chez les filles. Voilà ce que dit l'article 10. La réduction du taux d'abandon scolaire des filles. Donc ça, c'est un indicateur. Lorsqu'on met en œuvre la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, on a déjà comme indicateur le taux d'abandon scolaire des filles, comme résultat concret pour la mise en œuvre de la Convention. Dans le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l'article 12 stipule que pour atteindre la pleine réalisation du droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale susceptible d'être atteint, les mesures à prendre par les États parties doivent inclure celles visant la réduction du taux de mortinatalité et de mortalité infantile. Donc, ça c'est un indicateur. Cet article 12 nous permet donc de formuler comme indicateur la réduction du taux de mortalité infantile comme objectif du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. L'article 24, alinéa 2 du pacte international sur les droits civils et politiques stipule par exemple que tout enfant doit être enregistré à sa naissance et avoir un nom. Tout enfant doit être enregistré à sa naissance et avoir un nom. Ça, c'est l'article 24, alinéa 2 du pacte sur les droits civils et politiques. C'est donc un indicateur. Un État qui prétend mettre en œuvre le pacte international sur les droits civils et politiques doit nous dire si les enfants qui naissent dans sa juridiction sont enregistrés à la naissance et ont un nom. On peut donc mesurer l'écart entre le nombre d'enfants qui sont nés, lesquels qui ont été enregistrés, combien ont été enregistrés et ont un nom, et ceux qui ne l'ont pas. On peut donc apprécier la mise en œuvre de cet article 24 alinéa 2 sur la base de cet indicateur. Cette disposition d'ailleurs figure également dans la Convention sur les droits de l'enfant à l'article 7 alinéa 1. Donc, ces indicateurs ont des fondements juridiques. Il s'agit donc de partir des dispositifs juridiques consacrés dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme pour élaborer des indicateurs permettant de s'assurer que les normes qui sont prescrites par ces conventions sont effectivement mises en œuvre par les États. C'est donc ça la philosophie des indicateurs. Cela permet donc, dans le cadre du monitoring des droits de l'homme sur le terrain, de s'assurer que l'État met en œuvre
les engagements qu'il a pris au titre de telle ou telle convention internationale. Et lorsqu'un État prépare un rapport pour l'examen périodique universel au Conseil des droits de l'homme, il va de soi que les indicateurs sont importants pour comprendre si les précédentes recommandations, par exemple, faites par ces organes aux États partis, notamment le Comité des droits de l'homme, le Comité contre la torture, le Comité des droits de l'enfant, le Comité des droits des femmes, si toutes ces recommandations faites sont effectivement mises en œuvre au regard des indicateurs qui sont déterminés par les instruments juridiques internationaux. Vous voyez, lorsque vous regardez les différents rapports qui sont faits, vous verrez que dans beaucoup de cas, le Comité contre la torture, par exemple, recommande d'élaborer des indicateurs ventilés visant à relever et à surveiller les cas de violence entre détenus pour s'attaquer aux causes et définir des stratégies de prévention appropriées. Ça a été le cas, par exemple, je prenais l'exemple du Honduras. Vous verrez, par exemple, que le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes a félicité la République démocratique et populaire de Laos d'avoir fait augmenter de façon considérable le pourcentage des femmes qui siègent au sein de son Assemblée nationale. Et ce pourcentage qui est passé de 9,4% à 22,9%. Ceci se trouve dans les rapports du Comité sur les droits des femmes. Donc vous avez comme ça des indicateurs qui sont dans les rapports. Je prendrai l'exemple du Comité des droits de l'homme, qui a recommandé par exemple à la République tchèque d'adopter des indicateurs et des points de repère afin de déterminer si les objectifs poursuivis dans la lutte contre la discrimination ont été atteints. Oui. Donc les indicateurs sont utiles dans la compréhension de la situation des droits de l'homme sur le terrain. Je ne vais pas citer tous les rapports, parce que vous regardez sur les sites de ces comités, vous verrez presque dans tous les rapports, vous avez les indicateurs qui sont proposés. Vous regardez aussi les rapports qui sont établis par les rapporteurs spéciaux. Là aussi, vous avez des indicateurs qui sont proposés. Je prends par exemple la compilation des données des Nations Unies qui a été transmise au rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires et arbitraires, où l'on note que les homicides sont la première cause des décès parmi les personnes âgées de 15 à 44 ans dans certains pays. Donc vous voyez, ça c'est... Alors on essaie de voir comment ça se passe dans X ou Y pays. Donc même au niveau des ONG également, l'emploi des indicateurs permet de mieux structurer et de rendre plus pertinents les rapports qui sont établis. Le recours aux indicateurs pour l'évaluation des violations des droits de l'homme par les juridictions aussi est souvent important. Les juridictions nationales et internationales utilisent des données statistiques pour évaluer les violations potentielles des normes nationales et internationales en matière de droits de l'homme. L'analyse de la discrimination systématique présentée par la Cour suprême du Canada, par exemple, a souligné le rôle joué par des statistiques dans l'établissement de la preuve des discriminations. Dans l'affaire opposant Action de travail des femmes à la Canadian National Railway en 1987, la Cour suprême du Canada a utilisé les statistiques nationales sur l'emploi relatives à la participation des femmes au marché du travail pour évaluer les pratiques discriminatoires éventuelles par cette société. En 2004, par exemple, la Cour constitutionnelle colombienne a demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les droits des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays et sur les politiques qui les concernent. Et sur la base des statistiques fournies par le gouvernement, la Cour a établi que le gouvernement n'avait pas fourni des ressources suffisantes et n'avait pas créé les capacités institutionnelles nécessaires pour défendre les droits des personnes déplacées. Et la Cour a par la suite exigé des indicateurs quantifiables et comparables afin que soit garantie l'instauration d'une culture de la responsabilité. Oui.
Donc, les indicateurs sont nécessaires pour comprendre la réalisation des droits à l'alimentation, à la santé, à l'éducation, à la liberté, à la sécurité, etc. etc. Alors, il y a là, au-delà des indicateurs quantifiables, il y a aussi ce qu'on appelle les indicateurs juridiques. Les indicateurs juridiques des droits de l'homme sont des outils d'évaluation de l'effectivité du droit. Ils doivent être complétés par des indicateurs sociaux rendant compte des comportements et des usages qui facilitent ou font obstacle à l'application d'une règle de droit. Selon Antoine Jameau, les indicateurs sont des données, des variables, au sens des mathématiques, servant à identifier ou mesurer un phénomène ou permettant de prévoir sa survenance. Par conséquent, les indicateurs permettent de rendre compte de manière systématique et stylisée de ce que font ou ont fait les instruments composant le droit. Antoine Jameau évoque en même temps l'effectivité du droit en recherchant les facteurs de mise en œuvre et de respect. Évidemment, la grande difficulté sera toujours de pouvoir bien dissocier les deux catégories d'indicateurs, les indicateurs d'efficacité et les indicateurs d'effectivité. Et le même Jameau poursuit en disant que les juristes pensent volontiers que la mesure de l'effectivité des règles de droit, l'explication de leur éventuelle ineffectivité et la recherche des moyens pour assurer une plus grande effectivité constituent les tâches premières d'une sociologie juridique. On peut produire implicitement de ce contrat que l'heure est venue pour les juristes de s'emparer de la question de l'effectivité pour rechercher des indicateurs de nature juridique. Il y a donc, pour les nombreux auteurs, la nécessité de mesurer l'application du droit. Mais on se pose la question, peut-on réellement mesurer le droit? Peut-on réellement mesurer le droit? Pour Mathias Siems, il faut qu'il y ait des indicateurs de performance pour voir si la norme a atteint son objectif. Et il pense qu'il faut combiner 3 types d'indicateurs pour cela. Il propose des indicateurs fonctionnels par rapport à un problème posé. Il parle des indicateurs mesurant la qualité des institutions du système judiciaire. Et il parle des indicateurs relatifs à la perception des conditions d'application du droit. Et pour lui, ce dernier type d'indicateur implique de recueillir la perception du public, voire pour certains nombres la perception des organisations, des entreprises, y compris même de l'administration. Donc, c'est la culture de la performance n'est pas étrangère à la mise en œuvre des droits de l'homme. Je prendrai l'exemple de l'accord international sur les bois tropicaux du 27 janvier 2006, qui mentionne dans le paragraphe G de son préambule le besoin de promouvoir et d'appliquer des critères et indicateurs comparables pour la gestion durable des forêts en tant qu'outil important permettant aux membres d'évaluer, de suivre et de promouvoir les progrès accomplis en vue d'une gestion durable de leurs forêts. Oui. Cet accord dit qu'on ne peut pas s'assurer de la bonne mise en œuvre du droit relatif aux bois tropicaux si on ne fait pas un bon usage des indicateurs. En réalité, les indicateurs existants sont des indicateurs d'efficacité. On veut s'assurer que le droit est efficace, que les droits de l'homme inscrits dans les textes sont efficaces. Nous allons voir que beaucoup d'institutions ont élaboré ces indicateurs juridiques.
Je ne vais pas tout citer, mais je voudrais vous proposer ici une panoplie d'indicateurs juridiques qui peuvent vous permettre de mieux réaliser les activités de monitoring. Il y a d'abord, dans le cadre de la Banque mondiale, ce qu'on appelle les indicateurs du Doing Business Index, le Doing Business Index. Il y a également les indicateurs du Worldwide Governance Indicator de la Banque mondiale. Ces indicateurs ont été lancés par la société financière et s'appliquent notamment au droit des affaires. Le but de ces indicateurs, c'est de mesurer le coût du droit. Le coût du droit. Il s'agit donc, dans ce cas, de procéder à une analyse économique du droit qui vise à démontrer que le droit est un instrument de mise en valeur du calcul économique. Donc le droit a un coût. On pourrait tout à fait envisager d'appliquer une telle méthodologie aux droits de l'homme également, notamment au droit à l'environnement. Quel est le coût des règles en matière de droit à l'environnement? Oui. Parce que les règles qui sont les règlements, etc., ne sont pas neutres, ça a un coût. La mise en œuvre, par exemple, d'une étude d'impact environnemental a un coût. Et tous les textes qui s'y rattachent, toutes les exigences qui prolifèrent, ont également un coût. Et cela peut avoir une conséquence sur l'efficacité même de la règle. C'est pour ça qu'il est important de procéder à une analyse économique du droit pour s'assurer que le coût de la mise en œuvre de la règle du droit n'est pas prohibitif et pourrait empêcher donc la réalisation d'un droit de l'homme. Dans ce cadre, on trouve dans les indicateurs, par exemple, de la gouvernance mondiale, des éléments intéressants sur le droit à propos des données et des critères retenus sur l'état de droit et sur l'effectivité de l'État. Je pourrais m'étaler plus longuement là-dessus, mais ce ne serait pas nécessaire. Je vous recommande de lire les rapports qui sont faits sur les indicateurs de la gouvernance mondiale. C'est accessible en ligne à partir du site de la Banque mondiale. Oui. Donc, l'analyse économique du droit est très importante. Et en matière des droits de l'homme, une convention internationale qui prescrit ce que l'État doit faire ou ne pas faire, cette prescription a un coût. Lorsqu'on dit qu'il faut satisfaire tel droit, mais ce n'est pas de façon incantatoire qu'on va le faire. Il faut mesurer quels sont les coûts directs et indirects qu'induisent la mise en œuvre d'une règle de droit. Et cela peut parfois expliquer le retard pris par un État dans la mise en œuvre de cette règle. Et donc nous permet de comprendre pourquoi l'État n'arrive pas à respecter telle ou telle norme. Deuxième famille d'indicateurs, ce sont les indicateurs sur l'état de droit des Nations Unies, ce qu'on appelle le Rule of Law Index. Les Nations Unies ont publié en 2012 un rapport qui, bien que portant sur l'évaluation subjective de l'application du droit, propose en réalité une méthodologie intéressante qui pourrait s'appliquer en partie à une évaluation de l'effectivité juridique. L'objet de ce modèle d'indicateur est de suivre les changements et le fonctionnement de la justice pénale dans les situations de conflit ou dans les situations post-conflit. La plupart des indicateurs proposés visent donc à mesurer l'efficacité de trois institutions dans un état de droit: la police, la justice et les prisons. Police, justice et prison. Bien que ce modèle repose sur les droits de l'homme, il ne s'agit pas que de mesurer le respect des droits de l'homme. Il s'agit de voir les performances que l'on peut atteindre dans une situation conflictuelle ou post-conflictuelle en matière de mise en œuvre des règles concernant ces trois institutions, la police, la justice et les prisons. C'est un modèle qui est choisi. Si la plupart des indicateurs proposés reflètent le contenu
d'une norme juridique, ils ne traduisent pas directement le processus d'application de la règle. Mais ils rendent compte de la réalité institutionnelle et sociale et du rôle respectif des trois institutions dans la mise en œuvre et l'effectivité de l'état de droit. Donc on peut mesurer l'état de droit à partir de la police, de la justice et des prisons. Et puisqu'il y a des règles qui portent sur la police, les règles en matière d'arrestation, de prévention de la torture, des enquêtes de police, des enquêtes judiciaires, etc., des règles en matière de procès équitable, de délai raisonnable, des droits de la défense. Il existe des règles en matière de droits pénitentiaires, des droits des détenus, des suivis des détenus, etc. Donc à partir de ces règles, on peut élaborer des indicateurs qui nous permettront de dire si nous sommes dans un état de droit. Donc il ne s'agit pas comme ça de postuler un état de droit, de dire oui, bon, on est en état de droit. Non, on procède à partir des indicateurs et les indicateurs vont nous permettre de voir, que ce soit dans une situation post-conflit ou non, ça nous permettra de voir si les réformes qui ont été engagées dans un pays permettent aujourd'hui de dire qu'on a atteint un niveau satisfaisant d'un état de droit. La troisième famille d'indicateurs, ce sont les indicateurs mondiaux de l'état de droit. Ce qu'on appelle le World Justice Project. Cet indicateur de l'état de droit existe depuis 2006. Il a pour origine une initiative de l'American Bar Association qui s'est transformée en une ONG indépendante localisée à Washington, au sein du World Justice Project. L'indicateur évalue, c'est un indicateur privé, l'indicateur évalue les performances quant au respect des principes de la primauté du droit. Il s'agit, dans ce cas, de mesurer comment la primauté du droit en général est perçue par le public et par les professionnels du droit grâce à des sondages. On choisit 1000 personnes par pays, on mène des enquêtes auprès des experts du droit. Ce rapport porte souvent sur 24 pays. Et il y a des questions sur la perception, sur l'expérience, etc. Il y a au total à peu près 47 indicateurs de performance. Il s'agit de voir, par exemple, le pouvoir de gouverner, l'absence de corruption, la gouvernance ouverte, les droits fondamentaux, l'ordre, la sécurité, l'application des règles, la justice civile, la justice criminelle, la justice informelle, etc. Donc à partir de ces indicateurs, on peut là aussi déterminer si on est dans un état de droit ou non. Voilà le rôle de cet indicateur du World Justice Project. Quatrième famille d'indicateurs, c'est l'indice du développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Presque chaque année, le PNUD présente un rapport à la fois bilan et prospectif, qui est accompagné d'une série d'indicateurs visant à classer les États à l'aide de l'indice du développement humain. Cet indice a l'ambition de mesurer et d'agréger 3 dimensions: la santé, le savoir et le niveau de vie. Donc chaque année, un thème spécifique est choisi en lien avec l'actualité internationale. Et ça permet donc, l'indice du développement humain, ça permet de classer les pays et de voir comment les États relèvent les défis dans ces domaines-là. Donc, l'indice du développement humain est un indicateur qui permet de voir comment les conventions internationales des droits de l'homme sont appliquées dans un pays. Cinquième famille, ce sont les indicateurs de la norme humanitaire fondamentale. Les indicateurs de la norme humanitaire fondamentale, l'accord Humanitarian Standard ou la CHS, ont été élaborés par un réseau d'ONG associé au Bureau des Nations Unies pour la coordination humanitaire. Cette norme repose sur des règles de droit international, le droit de vivre dans la dignité, le droit à la protection et à la sécurité, le droit à la santé, etc. Et donc, il s'agit de regarder, dans le cadre humanitaire, si les engagements qui sont pris, notamment dans le cadre du manuel Sphère, sont respectés. Il y a 9 engagements
avec des indicateurs de performance pour voir si les communautés et les personnes qui sont affectées par les crises humanitaires connaissent leurs droits, ont accès à l'information et participent aux décisions qui les concernent. Pour voir également si les communautés et les personnes affectées par les crises ont accès à des mécanismes sûrs et réactifs pour traiter leurs plaintes. Donc il y a plusieurs indicateurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que même l'action humanitaire doit se faire avec des indicateurs pour voir si ce qui est projeté, ce qui a été projeté est effectivement ce qui a été fait. Sixième famille, l'indice Mo Ibrahim sur la gouvernance en Afrique. Connaissons tous la fondation Mo Ibrahim, qui publie un rapport annuel consacré à l'Afrique. En partenariat avec la Banque africaine de développement, la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique et le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, qui est une agence de l'Union africaine. Là aussi, c'est un indicateur de la bonne gouvernance dans le pays. Et dans ce rapport, il y a 95 indicateurs qui sont repartis en 14 sous-catégories et en 4 domaines principaux. La sécurité, l'état de droit, la participation et les droits de l'homme, le développement économique durable et le développement humain. Donc je rapporte premier domaine, sécurité, état de droit. Deuxième domaine, participation et droits de l'homme. Troisième domaine, développement économique durable. Et quatrième domaine, développement humain. Donc ça, c'est les 4 domaines principaux qui sont subdivisés en 14 sous-catégories et en 95 indicateurs. Donc il y a un rapport qui est fait chaque année et qui classe les pays. Donc ces indicateurs sur la gouvernance ont des références qui permettent de voir quel est le degré de bonne gouvernance qu'atteint les pays. Et les sources d'informations viennent de plusieurs institutions. Vous voyez, il y a des références qui viennent de l'Afrobaromètre, qui viennent du CERDI, qui viennent de l'IDIA, qui viennent de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. Et donc, un rapport qui est fait qui classe le pays. Donc ça, c'est la base d'indicateurs. On évalue donc le niveau de bonne gouvernance d'un pays. Septième famille, ce sont les indicateurs de l'Organisation internationale du travail. Le droit du travail a souvent fait l'objet d'une évaluation, etc., qui mélange des indicateurs d'effectivité, des indicateurs de résultats, etc., sur la base des rapports que les États établissent. Il y a donc au niveau de la Commission d'application des normes, de l'OIT, un rapport qui est fait sur l'application des conventions et des recommandations. Oui. Donc là aussi, on s'appuie sur des indicateurs juridiques qui sont associés à des indicateurs de résultats. Il suffit de lire le rapport de la Commission d'application des normes pour voir ce qui est fait. 8, il y a les indicateurs de transparence de Global Transparency Initiative. Le Global Transparency Initiative est un réseau d'organisations de la société civile créé pour faire la promotion de la transparence dans les institutions financières internationales telles que la Banque mondiale, le FMI, la BER, les banques régionales de développement, etc. etc. Le secrétariat du GTI est situé en Afrique du Sud, au Cap, à l'Institut for Democracy in South Africa. Il y a plusieurs institutions qui sont mêlées dans la production de cet indicateur. Neuvième famille, les indicateurs des objectifs du développement durable. Et nous les connaissons, ce qu'on appelle les ODD. Et je vous renvoie au site des ODD pour comprendre qu'il s'agit là d'indicateurs que les États doivent atteindre. Donc, les objectifs du développement durable, il y a tout un site, donc je ne vais pas faire des commentaires sur Abona, vous pouvez aller voir quels sont ces indicateurs. Il y a aussi l'indice de performance environnementale, l'IPE, qui regroupe une batterie de 20 indicateurs de performance pour 180 pays dans 9 secteurs de l'environnement,
notamment la santé, l'air, l'eau et assainissement, les ressources en eau, l'agriculture, forêt, pêche, biodiversité, habitat, climat et énergie. Ces travaux sont pour l'essentiel l'œuvre du Centre de droit et de politique de l'Université de Yale aux États-Unis et de l'Université de Columbia. Ces indicateurs sont souvent présentés lors du Forum économique mondial de Davos. 12e, les normes de performance de la société financière internationale. Ces normes sont importantes, notamment en matière d'environnement, en matière de responsabilité sociale. Et on peut citer parmi ces normes 4 normes qui touchent, par exemple, l'évaluation et gestion de risques et impacts environnementaux et sociaux, qui est la norme 1, la norme 3, qui porte sur l'utilisation rationnelle des ressources et prévention de la pollution, la norme 6, qui porte sur la conservation de la biodiversité et la gestion durable des ressources naturelles, la norme 8, qui porte sur le patrimoine culturel, etc. Je peux aussi évoquer les indicateurs de l'économie verte du programme des Nations Unies, qui aussi, là, il y a un ouvrage vers une économie verte qui est publié en 2011 qui mentionne donc des indicateurs essentiellement scientifiques et économiques qui permettent de voir quel est le degré atteint par un pays en matière d'économie verte. Donc ça, c'est les indicateurs juridiques. Il y en a plusieurs, je pourrais en citer encore, mais ce n'est pas nécessaire, ce serait fastidieux. Il y a également les indicateurs, donc une autre catégorie, ce sont les indicateurs du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Là, c'est une autre famille d'indicateurs. Là aussi, il y a plusieurs indicateurs. Je ne vais pas m'étendre longuement sur ces indicateurs, on peut les consulter sur le site du Haut Commissariat. En fait, il s'agit, comme je l'ai dit, de mesurer les droits de l'homme de façon concrète dans le cadre de la coopération technique que pilote le Haut Commissariat. La méthodologie appliquée consiste à procéder par étapes au niveau conceptuel, d'abord déterminer les caractéristiques majeures du droit étudié en recherchant l'essence et le sens du contenu normatif d'un droit, formuler des indicateurs correspondant à chacune des caractéristiques retenues en recherchant l'intention des parties de mettre en œuvre les traités. Donc là, nous avons des indicateurs. Il y a 3 catégories d'indicateurs que je pourrais souligner. Il y a des indicateurs structurels ou des engagements. Là-dedans, on trouve la ratification du traité, l'adoption des textes internes pour la mise en œuvre de ces traités, la nature des textes nationaux applicables, les instruments institutionnels de base, les documents et stratégies de politique publique, les pratiques coutumières, etc. Ça, sont les indicateurs structurels. À côté de ces indicateurs structurels, nous avons les indicateurs de méthode ou de processus, ce qu'on appelle les efforts accomplis. Là, nous avons l'accompagnement de la politique publique, les efforts entrepris par les détenteurs des devoirs et mesures prises pour les États, les moyens budgétaires qui ont été affectés pour la mise en œuvre des droits de l'homme, la surveillance, les contrôles, les effets individuels, etc. etc. C'est ce qu'on appelle la catégorie des indicateurs de méthode ou de processus. Nous avons, troisièmement, les indicateurs de résultats. Les indicateurs de résultats concernent l'état de réalisation du droit. Est-ce que la norme a été réalisée? Et là, il s'agit de rendre compte de l'ensemble des résultats individuels et ou collectifs par rapport à la proportion de personnes couvertes par la norme. Les sources donc de ces indicateurs du Haut Commissariat sont les statistiques existantes établies notamment par les tribunaux, les documents administratifs, les enquêtes d'opinion, les perceptions, les avis d'experts, etc., etc. On peut donc, sur cette base, établir des tableaux d'indicateurs avec des fiches de métadonnées relatives aux indicateurs sélectionnés. C'est parfois un travail fastidieux, mais qui a tout son intérêt pour mesurer le degré de mise en œuvre des droits de l'homme dans un pays. Il y a un guide du Haut Commissariat sur les indicateurs que je vous demande de télécharger pour voir ce que c'est.
Dans ce guide, il est dit qu'un indicateur des droits de l'homme est une information spécifique. L'indicateur fait le point sur l'état ou la situation d'un objet, d'un événement, d'une activité ou d'un résultat susceptible d'être rattaché aux règles et normes en matière des droits de l'homme. L'indicateur qui concerne et reflète les préoccupations et les principes relatifs aux droits de l'homme. Et enfin, l'indicateur des droits de l'homme est une information spécifique qui peut être utilisée pour évaluer et surveiller la protection, la promotion et la mise en œuvre des droits de l'homme. Donc téléchargez ce guide et vous verrez tous les indicateurs qui y sont proposés. Il y a plusieurs types d'indicateurs qui sont utilisés. Il y a des indicateurs quantitatifs et qualitatifs, première catégorie. Il y a des indicateurs qui sont fondés sur les faits et ceux qui sont fondés sur les jugements. Il y a des indicateurs de performance, il y a des indicateurs de conformité, etc. Quelle est l'importance de ces indicateurs? D'abord, en aval, les indicateurs permettent de surveiller la mise en œuvre des obligations relatives aux droits de l'homme, d'évaluer le respect de ces obligations, d'améliorer le respect des droits de l'homme à travers des recommandations, et enfin de clarifier le contenu des normes. De clarifier le contenu des normes. Ça, c'est en aval. Mais en amont, les indicateurs permettent de définir les politiques, les programmes et les projets en matière des droits de l'homme, de budgétiser les programmes en fonction des objectifs qu'on veut atteindre. Oui. Donc, les indicateurs des droits de l'homme sont utiles aux différents acteurs du processus de protection et de réalisation des droits de l'homme. Qu'il s'agisse des institutions internationales, des États, des ONG, des bailleurs de fonds ou des citoyens eux-mêmes. Les indicateurs sont utiles. Je ne vais pas m'étendre outre mesure sur ces indicateurs. Je dirais simplement, pour conclure sur ce point, qu'il est important de définir des indicateurs qui prennent en compte le principe commun aux droits de l'homme, à savoir la non-discrimination, la participation, les voies de recours, etc. Par ailleurs, les indicateurs doivent pouvoir mettre en lumière les différentes catégories d'obligations en matière des droits de l'homme. Il n'est pas nécessaire de formuler 3 niveaux d'indicateurs pour chaque catégorie d'obligations. Ce qui compte, c'est que, pris ensemble, les 4 catégories d'obligations soient couvertes. Plus que les caractéristiques des droits, les indicateurs doivent être imprégnés du contexte pour lequel ils sont définis. Quelles sont les étapes à prendre en compte pour mettre en œuvre les indicateurs et favoriser leur appropriation? Le Haut Commissariat a défini 3 étapes. Première étape en ce qui concerne les indicateurs structurels. En plus des normes nationales, les observations des organes chargés du suivi des droits de l'homme permettront d'identifier les défis à relever pour chaque pays. Et donc les indicateurs les plus pertinents. Deuxième étape, la définition des indicateurs de processus doit prendre en compte le niveau de développement socio-économique du pays, la nature des politiques et programmes publics, les populations cibles, etc., notamment lorsqu'il s'agit des populations vulnérables, des populations marginalisées, des minorités, etc. Troisième étape, les indicateurs de résultats, qui sont de nature à s'appliquer à différents contextes et pays. Ce qui pourrait être pris en compte, ce sont les populations vulnérables, notamment dans les contextes particuliers. Quel est le cadre méthodologique fin de ces indicateurs? Il y a d'abord des considérations éthiques et statistiques à prendre en compte lors de la sélection des indicateurs. Il y a, premièrement, l'auto-identification. Il y a la participation. Et il y a la protection des données. Les données doivent être protégées. Vous avez l'observation générale, numéro 16 du Comité des droits de l'homme, sur le droit au respect de l'intimité de la famille, du domicile et de la correspondance, et sur la protection de l'honneur et de la réputation. Cette observation stipule que le rassemblement et la conservation par des autorités publiques, des particuliers, des organismes privés, de renseignements concernant la vie privée d'individus sur les ordinateurs, dans des banques de données et selon des procédures, doivent être réglementés par la loi.
Donc, il faut faire attention lorsqu'on manipule les indicateurs et lorsqu'on a des métadonnées. Parce que ces données peuvent être instrumentalisées à d'autres fins. Enfin, les critères à prendre en compte, ce sont les critères que nous connaissons, ce qu'on appelle les critères White, à savoir robustes, pertinents et fiables. Les indicateurs doivent être indépendants, globaux et universellement valables, axés sur les normes des droits humains, transparents dans leur méthode et temporellement définis, simples et spécifiques. Ce qu'on appelle les indicateurs White. Donc, vous voyez bien que les indicateurs, c'est quelque chose de très important dans la surveillance des droits de l'homme, dans le monitoring des droits de l'homme. Et ces indicateurs nous permettent donc de voir, lorsqu'on évalue la situation des droits de l'homme dans un pays, de dire ce qu'il faut faire de façon concrète. Voilà la première partie du cours, du séminaire sur le monitoring des droits de l'homme. Nous allons faire une pause et nous allons passer à la deuxième partie, à savoir la mise en œuvre donc, du monitoring. Nous venons donc de voir les indicateurs qui vont nous permettre de réaliser le monitoring des droits de l'homme. A tout de suite pour la deuxième partie du monitoring des droits de l'homme.